Dans le podcast cette semaine, on discute du Tokyo Game Market du printemps 2025 et de quelques jeux qui ont retenu l'attention de Iso Bretnik. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve encore pour un épisode spécial de l'été. Mais vous allez comprendre pourquoi, parce que si on avait reporté en septembre, ça aurait fait un peu loin. Parce qu'on va parler du Tokyo Game Market du printemps 2025 qui s'est déroulé mi-mai. Et forcément, pour parler du Tokyo Game Market, je suis en compagnie d'Iso Bretnik. Salut Iso. Salut, ça va bien ? Bah écoute, ça va et toi ? Ouais, ça va, je me remets doucement du Game Market. Ouais, tu te remets doucement du Game Market pour partir à Berlin après là. On est juste avant le Spiel où tu vas venir et on va se retrouver là-bas, c'est cool. Ouais, alors je vais me prendre un double décalage horaire puisque je pars 4 jours max, enfin 3 jours et demi en fait. Gros, la moitié du séjour, c'est dans l'avion. Puis en plus, j'ai la chance de partir le jour de mon anniversaire, c'est cool. Mais oui, c'est vrai. En plus, on fêtera ça sur place. Ah ouais, parce que je pense que Finnair, là, ces temps-ci, les compagnies aériennes sont pas très généreuses, donc j'imagine que ils vont passer ça sous silence discrètement. Alors, c'était pas le cas il y a quelques années. Ils étaient très, très sympas à l'époque, il y a quelques années encore, sur les compagnies aériennes. Est-ce que tout l'avion te chante joyeux anniversaire ? Tu sais, comme dans les restaurants, le truc un peu, le moment de gêne que tu peux avoir. Alors, c'est pas ça, mais je me souviens je suis rentré une fois de France un 31 décembre. Et ils avaient servi le champagne, même à la classe économique. Pour dire, ouais, bah, ça c'est fini maintenant. Je sais que Finnair maintenant... tu dois payer tes boissons, même sur les longs courriers. Enfin, c'est n'importe quoi, mais... Eh ben, écoute, ouais, je le disais, le Tokyo Game Market, qui s'est déroulé le week-end, ça devait être le 18 mai, quelque chose comme ça. C'était 17 et 18 mai, samedi, dimanche, comme d'habitude. Sur le même endroit, c'était Makuhari Messe. Donc, l'endroit où le Game Market s'est déplacé à l'édition qui a précédé celle-là. Oui, tu m'avais dit que c'était un lieu qui était beaucoup plus grand, en fait. Ça paraît beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus respirable. C'est aussi parce qu'il y a peut-être un peu moins d'exposants, ce serait à vérifier. J'ai pas les chiffres, c'est toujours difficile d'avoir des chiffres au Japon. Mais le lieu est bien, c'est juste qu'il est très très éloigné du centre de Tokyo et ça rajoute un peu de fatigue sur des journées qui sont déjà assez longues quand on arrive. Parce que j'expliquerai pendant le podcast, mais il y a une nouvelle formule qui a été mise en place par Arclight, donc l'éditeur japonais qui organise le Game Market, une formule pro comme ils appellent ça. Et j'expliquerai ça. Ça crée pas mal de choses nouvelles encore. Et ce que tu nous avais dit aussi, c'est qu'en fait, le Tokyo Game Market, la dernière fois, on en avait parlé, tu disais qu'on jouait pas vraiment sur place. En fait, on récupère beaucoup ces boîtes, c'est ça ? Mais que là, le lieu permettait d'avoir quelques endroits pour jouer ? Alors là, ils ont créé en fait un espace où il y a des tables qui sont disponibles toute la journée pour les visiteuses. Et alors, le petit souci, c'est qu'en général, elles sont prises d'assaut très tôt, 1 heure après l'ouverture du salon, une fois que les gens ont commencé à acheter des jeux. Et que ces gens-là, en général, gardent les tables jusqu'à la fin de la journée. Donc, c'est très, très difficile de trouver une table une fois que 1 heure ou 2 ont passé pendant le salon, quoi. En termes d'affluence, t'as eu l'impression qu'il y avait plus de monde ? Alors, il y a le site TGIW, qui est Table Games in the World, qui est un site japonais, qui évoque souvent la fréquentation. On est toujours dans les chiffres équivalents à ceux de la dernière fois. C'est ça entre 15 000 et 20 000 visiteurs, sachant que j'ai eu l'impression qu'il y avait moins de monde, moi, de mon côté. Mais c'est qu'une impression, c'est toujours difficile. C'est un peu les chiffres officiels et puis les chiffres des manifestants, quoi. Il y a toujours un peu ce décalage. Oui, et après, il y a le ressenti, est vrai, qui est parfois pas le même selon les lieux. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on peut avoir une impression qui n'est pas vérifiée dans les faits. Pour des raisons très subjectives en réalité. Bah oui, parce que comme le Makuhari Messe, c'est un espace qui est quand même beaucoup plus large avec des allées qui sont plus larges. On a l'impression qu'il y a moins de visiteurs, alors qu'en fait, peut-être qu'au final, c'est à peu près la même chose. Mais j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait moins de gens intéressés par les jeux amateurs. Alors, pas tout le monde, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a quand même... Comme il y a une grosse séparation dans le lieu entre les grandes zones des éditeurs installés et celles des auteurs, auteurices amateurs, j'ai senti qu'il y avait une petite baisse de fréquentation en fait du côté des cercles, des amateurs, ouais.
Est-ce que tu penses que ça augure quelque chose d'une tendance en fait pour le marché japonais en fait de la création, c'est-à-dire qu'il y aurait commencerait à avoir un peu plus, je sais pas, de professionnalisation, enfin en tout cas une séparation qui est de plus en plus forte. Alors que j'avais l'impression de ce que tu nous expliquais les fois précédentes que c'était quand même, ça restait quand même au Japon, ça restait quand même un secteur encore amateur pour beaucoup d'auteurs. Est-ce que tu as l'impression que le clivage va s'amplifier, quoi? Je sais pas, mais je sais que il y a deux types de phénomènes un peu surprenants que j'ai remarqué là récemment. C'est que d'une part, il y a des éditeurs ou des auteuristes qui envoient spontanément des jeux. Moi, j'en ai reçu plusieurs, tu vois, qui me demandent en fait de présenter des jeux directement aux éditeurs étrangers. Ce qui n'était pas une démarche qui était naturelle pour beaucoup de gens avant. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des auteuristes complètement nouveaux dans l'espace game market. Mais quand je dis nouveau, ce sont des gens qui ont créé un jeu, mais qui n'ont aucune connaissance du monde du jeu de société. C'est-à-dire que tu leur parles de Catan, de Carcassonne, tu leur parles d'éditeurs, tu leur parles du Spiel, ils savent pas ce que c'est. Ils en ont jamais entendu parler. Et il faudrait que je creuse, il faudrait que je pose la question, parce que j'ai rencontré plusieurs groupes auteuristes comme ça, et il faudrait que je leur pose la question du pourquoi ils se sont lancés dans la création d'un jeu, pourquoi ils étaient au game market alors qu'ils n'ont... tu vois, peut-être qu'ils ont dû passer une après-midi ou deux dans un board game café, un truc dans le genre entre copains-copines, mais des gens qui n'ont aucune connaissance du jeu de société. Et ça c'est la première fois que je rencontre vraiment des gens comme ça. C'est très jeunes, hein, des gens très jeunes, qui ont entre 20 et 25 ans. Finalement. Exactement. Un background sur le jeu, comme s'ils avaient jamais joué aux jeux de société modernes, un peu classiques. Exactement. Et tu vois, la référence qui est partagée par beaucoup de gens nouveaux dans le jeu de société, c'est Catan au Japon, qui est quand même un jeu qui est beaucoup acheté par les nouveaux arrivants. Et là, même Catan, ça leur évoque rien du tout, quoi. Donc peut-être qu'il y a des références japonaises comme Ito, etc., qui ont plus de sens, qui sont plus pertinentes pour cette jeune génération. Mais peut-être qu'il y a aussi un transfert de bâton où cette jeune génération justement va rentrer dans le monde du jeu de société avec des jeux qui sont plus des jeux brise-glace comme on les appelle, tu sais, des jeux de communication qui sont quand même un des types de jeux les vraiment populaires au Japon chez les très jeunes, quoi. D'accord. Et je vais peut-être dire un truc stupide, enfin tu me reprends. Je me demandais si Cool Mini or Not, qui est quand même à la base une entreprise, enfin qui a une double histoire géographique, était présent avant, parce que Cool Mini or Not va très très mal. Et je sais pas si ça s'est ressenti ou si c'était observable ou si je dis n'importe quoi, parce que je pensais que peut-être, comme géographiquement, alors c'est Singapour, et je me disais, j'hésite, parce que je me demande s'ils sont pas cotés à la bourse de Hong Kong, ou c'est un truc comme ça, en fait. Il l'était, je pense que ça a été mis en... Voilà. Et là, leurs actions, elles ont été, comme ils ont pas publié leur rapport financier, leurs actions, le cours de leurs actions a été suspendu. Enfin, c'est là où j'en étais restée. Je me demandais si ça s'était ressenti ou pas, et si c'était un sujet d'inquiétude, parce qu'il y a une branche au Japon de Cool Mini or Not. Alors... d'inquiétude, oui et non. Pour en avoir parlé un tout petit peu, sans entrer dans des détails qui pourraient être... il n'y a pas de NDA ou des trucs comme ça, tu vois. On n'est pas dans ce type d'univers, mais disons que pour l'instant, l'entité japonaise, qui est considérée un petit peu comme étant indépendante, a priori, il n'y a pas de conséquences directes sur le staff et sur le fonctionnement de Cool Mini Japan. Il y a Japon Brand aussi, qui est une entité maintenant de Simone, qui est aussi une entité indépendante, même si elle appartient, j'imagine, financièrement à Simone. Là aussi, on m'a rassuré en me disant qu'il n'y avait pas d'impact direct sur eux. Mais c'est toujours un peu délicat, parce qu'on sentait quand même qu'il y avait tout le monde est plus ou moins au courant de la situation chez les gens qui connaissent bien le marché, notamment les gens qui venaient d'Europe, parce que c'est quelque chose dont les gens parlent, parce que c'est quand même une entreprise qui a un nom qui résonne, qui est souvent assimilé à Kickstarter, en fait. C'est ça, oui. Et puis à des campagnes, c'est un modèle économique. C'est ça, et puis des campagnes gargantuesques. Et d'ailleurs, ils ont énormément de campagnes à rattraper, j'imagine, là pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat, ces questions de santé financière des maisons d'édition.
on n'est pas dans le tabou, mais je pense que ça touche vraiment les personnes qui sont immédiatement concernées, notamment sur des reventes d'IP, comme ils disent, tu sais, sur des lignes de jeu, ce genre de choses. Bah là, on sait qu'ils ont revendu Zombicide, en fait, qui est quand même probablement leur titre phare. Il y a une autre IP qui a été revendue récemment à un éditeur américain qui a d'ailleurs assez mauvaise presse, mais c'est Rising Sun, je pense, qui a été revendu en tant qu'IP. Je me souviens plus du nom exact de la maison d'édition, mais ça avait pas mal fait jaser sur Board Game Geek de mémoire. Mais oui, j'imagine qu'ils vont devoir se débarrasser de certaines licences pour pouvoir et déjà renflouer les caisses, j'imagine. Oui. Les dettes. Aussi pour assumer les campagnes qui sont encore à livrer. Et puis aussi pour peut-être éventuellement changer de politique d'édition. Est-ce qu'ils vont pas revenir sur une version plus classique et traditionnelle de l'édition, s'éloigner de Kickstarter, c'est apparemment ce qui est un des objectifs assumés. Mais c'est vrai que je suis pas dans les petits papiers, donc c'est difficile d'avoir des informations vraiment précises et j'ai peur de dire des bêtises, donc ouais. Non, pas de souci. Bah, c'était juste parce que voilà, je me posais la question puisque je sais qu'il y a Cool Mini or Not Japan. Voilà, je savais pas quels étaient exactement les liens entre les différentes entités. Ça fait forcément, ça faisait partie des discussions qu'il y avait sur le salon chez les gros éditeurs, les grosses maisons d'édition européennes ou occidentales, américaines. Il y avait BlackRock, il y avait Asmodee. Donc t'imagines que c'est des gens qui sont dans le business depuis longtemps et qui sont au courant de ce genre de discussions et qui font partie même des discussions. Mais c'est vrai que moi, à mon échelle, j'entends des choses, mais il y a rien de bien concret, quoi. Ok. Et alors, dans ce que moi j'ai vu de l'extérieur, c'est qu'il y avait beaucoup de influenceurs, influenceuses occidentaux qui avaient l'air d'être présents à ce Tokyo Game Market. Principalement américains, américaines. Il y avait énormément de... Tu sais, il y a quand même, depuis quelques années, il y a quand même pas mal de chaînes YouTube américaines qui parlent beaucoup du jeu de société japonais ou pan-asiatique. Principalement japonais, mais il y a aussi des reviews de jeux coréens, etc. Tu vois, je pense à Cardboard East, ce genre de gens. Et on les voyait, il y en a beaucoup qui se baladaient dans le game market, un peu paumés, comme d'hab, parce que c'est la première fois, c'est toujours un peu perturbant, mais qui avaient des listes de jeux à acheter, qui ont fait des reviews. Il y avait notamment Mike Delizio aussi de Dice Tower, qui a eu droit à un accompagnement privilégié d'Arclight. Moi, je me suis retrouvé à faire l'interprète pour une discussion, une interview entre Mike et puis des auteurs japonais. Il y avait notamment Masato Uesugi, il y avait Sashi, il y avait Suga, un auteur de jeux un peu costaud qui est un peu moins connu en Occident parce qu'il a moins de jeux qui ont été localisés. Et ça a été tout un pataquès. On a fait ça à la fin du salon le dimanche soir. Donc c'était sur la fin des salons en fait. Il y a ce qu'on appelle le Otsukare-sama. En gros, c'est quand le salon approche de la fermeture. Donc une fois que 5 heures sonnent ou 4 heures sonnent, tout le monde applaudit et on demande aux visiteurs de quitter le salon. On demande aux exposants de commencer à remballer. Et c'était pile à ce moment-là. Et en plus, il a oublié d'enregistrer. Donc, on a dû refaire l'interview ensuite sur Zoom avec un décalage de 16 heures. Enfin, c'était un peu... c'était abracadabantesque. Mais on a réussi à le faire. Finalement, la vidéo est sur leur chaîne YouTube, la chaîne de Dice Tower, où l'interview est assez intéressante, je pense, parce que les auteurs sont des gens intéressants. Masato, il a une vision qui est quand même très, 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 comment je pourrais dire, intellectualisante du game design et du monde du jeu de société. Sashi, il est égal à lui-même. Très, très cool, mais en même temps, il dit des choses qui sont toujours assez passionnantes. Et ce gars, qui est quelqu'un qui est assez discret et qu'on connaît peu, je trouve qu'il a aussi des réponses qui sont intéressantes. C'est trois visages assez différents du game market, trois visages différents aussi de ce qu'on pourrait appeler des amateurs en termes de game design au Japon, avec des gens comme Masato qui ont beaucoup de jeux publiés à l'étranger, Sashi qui aujourd'hui a créé une vraie entreprise, donc il a dépassé le stade amateur, mais il reste quand même cet esprit d'origine dont on parle beaucoup, qui est encore important de chez eux et qui est aussi quelque chose qu'ils veulent protéger. Je pense que le message est bien passé. Mike était étonnamment plus intéressé par la partie amateur du game market que par la partie un peu
que voulait lui présenter Arclight, à savoir ce SN de l'Asie, qui est leur projet un peu illusoire qu'ils ont en tête depuis quelques années et qui m'énerve un petit peu, mais on sentait qu'il a bien compris qu'il y avait aujourd'hui un enjeu qui était comment protéger la création amateur au Japon, qui risque d'ici quelques années d'avoir de moins en moins de place. En fait, c'est une possibilité à terme. C'est quelque chose qui m'inquiète moi aussi personnellement, parce que c'est cette partie-là que j'adore dans le game market, la partie Oui. que tout ça, elle m'intéresse beaucoup moins, parce que c'est des gens qui ont pignon sur rue et tu peux trouver leur jeu dans n'importe quelle boutique, donc Oui, puis ça ressemble plus finalement à ce qui se fait ailleurs, quoi. T'as plus l'identité. Ça devient plus, c'est le côté un peu mondialisé, quoi. C'est-à-dire que ça ressemble à, c'est un autre continent, mais c'est les mêmes ressorts, alors que toi, ce qui t'intéresse plus, c'est l'identité particulière, en fait, de ce qu'est le Tokyo Game Market, quoi. Exactement, et c'est ce qui en fait un lieu intéressant en termes de création. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de friction en fait entre les projets d'Arclight d'internationaliser un peu à l'extrême le game market, alors qu'eux-mêmes au niveau international il manque clairement de compétences, hein, c'est assez visible. Mais ils ont plein de projets, plein d'ambitions, et ils savent pas comment les mettre en place, et du coup ça crée des situations un peu bordéliques. Ça m'est arrivé d'être impliqué plusieurs fois, et notamment, tu vois, je me suis retrouvé à faire l'interprète pour Mike DiLisio, alors que c'est pas du tout mon rôle, et je suis pas un employé d'Arclight, tu vois. Mais parce que c'est mal organisé, parce qu'ils savent pas comment gérer leur truc. C'est-à-dire qu'ils ont plein d'ambitions, plein de projets, mais ils ont beaucoup de mal à s'organiser et à mettre ça en place de façon pertinente et constructive. Et du coup, ça crée plus de problèmes que de choses positives, mais bon. C'est difficile de lutter contre une sorte de vague comme ça qui est de plus en plus puissante, et c'est eux qui contrôlent le game market, donc ils en font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Et sur les autres aspects que tu as notés vraiment particuliers sur cette édition? Eh ben, il y avait une partie pro, c'est-à-dire qu'ils se sont lancés dans un nouveau projet, c'était de proposer à des maisons d'édition occidentales ou étrangères, ça pouvait être des Coréens, etc., mais c'était principalement des maisons d'édition européennes, de participer au game market avec un badge pro. Donc ça donnait accès en fait à un événement la veille où ils avaient réuni quelques auteurs-autrices qui avaient des jeux chez Arclight ou qui étaient... Alors c'est marrant parce qu'il y avait aussi un peu d'auteurs qui étaient dans les deux catalogue Arclight, catalogue Japon Brand, et aussi un accès à une zone bureau qui était intégrée directement sur le salon, où en fait les éditeurs... Un peu comme Essen, c'est ça? Ouais, c'est ça, un peu comme Essen, sauf qu'évidemment ça n'a pas la dimension d'Essen, mais et que c'est pas les mêmes tarifs non plus, on va y revenir. Mais disons que ça donnait accès à un petit bureau qui était plutôt pas mal pour avoir des rendez-vous, mais c'est très rare les rendez-vous auteurs au Japon. Donc ça s'est transformé très vite en lieu de test de jeu, parce que c'est pas là que tu rencontres tes partenaires, c'est pas là que tu rencontres des auteurs comme on pourrait le faire à Cannes ou à Essen, tu vois. La plupart des auteurs que les éditeurs ont rencontrés, c'était des auteurs qui n'étaient pas japonais, c'était des Coréens, c'était des Taïwanais, donc des gens qui ont l'habitude de naviguer sur des salons comme Essen et de prendre des rendez-vous avec les maisons d'édition pour proposer leur prototype. Alors que pour les auteurs amateurs, auteurs-autrices amateurs japonais, c'est beaucoup plus compliqué, ça leur vient pas du tout à l'esprit, quoi. Donc voilà. Okay. Donc, mais par contre, moi, ce qui m'a profondément choqué, ça a été une discussion que j'ai eu beaucoup avec des gens d'Arclight, parce que bon, j'ai pas servi de consultant, mais je donne des retours en fait sur l'expérience et ce que je pense être de bonnes ou de mauvaises idées. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais la tarification était assez dingo. C'était pour les 2 jours, ça donnait accès à 4 badges pro, donc en général chaque entreprise avec 4 badges s'ils étaient à 4, mais si tu venais seul c'était le même prix. C'était 100 000 yens, qui correspond à peu près 800 €, ce qui est beaucoup plus cher que des badges pro à Cannes ou à Essen par exemple. Alors évidemment si tu as un espace bureau à Essen c'est probablement plus cher, mais les gens viennent finalement plus pour naviguer dans les allées du salon que pour l'espace bureau qui était vide quasiment tout le temps. Donc au final, j'ai trouvé que la tarification était un peu délirante. Ils n'ont pas envie de revenir sur ce chiffre. Je leur ai demandé la raison du chiffre. Ils m'ont dit c'est un chiffre, on a essayé, on verra ce que ça donne. Et finalement, sur la très grande... parce qu'il y avait quand même une très grande représentation occidentale extra-japonaise sur le game market,
notamment toujours les... Ouais, ça s'est vu, hein, de l'extérieur, ça se voyait. Il y avait beaucoup d'éditeurs coréens, beaucoup d'éditeurs taïwanais, chinois, mais ça, c'est des gens qui viennent toujours, qui ont toujours été des habitués des game markets. Et en fait, tu vois, t'as des gens comme Korea Board Games, qui sont quand même une grosse entreprise en Corée, qui, plutôt que de prendre ce badge à 100 000 yens, on dit, on va prendre un stand. Parce qu'un stand, c'est 150 € les 2 jours ou 200 € les 2 jours. Donc c'est quand même 4 fois moins cher pour quasiment les mêmes privilèges, à part celui d'acheter des jeux avant l'ouverture. Ce qui est quand même une pratique qui est pas fréquente. Donc au final, il y a plein de gens qui ont détourné les règles en prenant des petits stands. Tu sais, c'est toujours une table, c'est une table d'1,20 m en fait, 1,20 m sur 50 cm de profondeur. Donc c'est tout petit, c'est comme un grand bureau d'écolier, on va dire. Et c'était marrant de voir des éditeurs installés comme Korea Board Games qui avaient une table au même titre qu'un petit club amateur de 2-3 autoristes, quoi, tu vois. Il y a des choses comme ça un petit peu un petit peu grotesques qui sont apparues, mais bon. Au final, il y avait, je pense, 4 ou 5 partenaires seulement qui ont accepté de participer à ce programme pro, ce qui est un semi-échec à mon avis, vu le nombre d'éditeurs étrangers qui étaient présents. Ce qui montre qu'il n'y a pas vraiment de demande ou que la proposition est pas suffisamment intéressante pour que les gens déboursent autant d'argent. Mais il y avait quand même beaucoup de maisons d'édition qui étaient là pour leur première fois. Je pense par exemple à des éditeurs allemands, il y avait des éditeurs anglais, il y avait des éditeurs américains évidemment. Mais il y avait des gens d'un peu partout, pas mal de Français aussi, mais qui sont plutôt des habitués. Des Italiens, des Espagnols, des Russes, des Tchèques. Il y avait des gens d'un peu partout, une diversité plus importante encore que la fois dernière, dans ce que moi j'ai vu en tout cas. Et puis, comme tu le disais, énormément d'influenceuses américains principalement, qui ont filmé beaucoup, qui ont essayé de faire des interviews. Alors c'est toujours un peu compliqué de faire des interviews au Game Market parce que les gens ont pas le temps et puis il y a toujours la barrière de l'anglais qui est compliquée. Ouais. Mais on les voyait quand même de façon assez ouais, ils étaient voyants, ils étaient donc suffisamment nombreux pour être remarquables. Ouais, parce qu'ils étaient toujours à 3, 4, 5 et du coup, tu les voyais tourner toute la journée dans les allées du Game Market, tu voyais qu'il y avait quand même une vraie envie de découvrir mais aussi de partager avec leur public l'expérience du Game Market qui est une expérience qui est difficile à partager en vidéo. Moi, je suis toujours un peu déçu des vidéos qu'on voit du Game Market parce que c'est assez rare que ce soit des gens habitués au Game Market. Donc, du coup, on reste toujours à un niveau de première découverte. Et puis, il y a quand même cette barrière de la langue qui fait qu'on perd énormément de choses. C'est intéressant pour des gens qui y sont jamais allés, attention, hein. Mais quand tu connais le Game Market comme je le connais moi, avec aussi l'accès à la langue, tu vois qu'il y a une perte d'expérience qui est vraiment importante. Un peu comme quand BGG faisait le festival de Cannes où tu disais mais c'est pas le même Cannes, quoi. Et il y a un peu de ça. Mais ça reste quand même, pour les curieux et les curieuses, ça reste une expérience intéressante à suivre en vidéo. Ouais. Oui, parce que c'est pas forcément un salon où il est facile de se rendre, en fait, parce que quand tu viens, en tout cas pour des Européens, c'est un certain budget, en fait, de s'y rendre. C'est pas comme d'aller à Essen, quoi, qui est assez facile, hein. Quand t'es en France, par exemple, c'est assez facile d'aller à Essen. C'est en termes de distance et de budget, et évidemment, faire le choix d'aller au Tokyo Game Market, en plus, si tu y vas comme ça et que tu parles pas du tout japonais, c'est pas évident de se dire qu'on va se lancer et d'y aller, quoi. Donc c'est un peu parfois les seuls moyens d'avoir une restitution de l'ambiance et de l'atmosphère. Ouais, je pense que la meilleure façon en fait de participer au Game Market, c'est en gros le jour où vous faites un séjour au Japon, essayer de viser une période où il y a un Tokyo Game Market, quoi. C'est vrai que venir uniquement pour le Game Market, quand on voit les prix des billets d'avion aujourd'hui pour le Japon, même si la vie au Japon avec des gens qui viennent avec des euros ou des dollars, c'est très 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 bon marché. Ce qu'on vit très mal au quotidien. Parce que nous, quand c'est le contraire, c'est pas du tout la même expérience. Oui. Mais c'est vrai que venir uniquement pour le Game Market, comme l'a fait Mike DiLisio, par exemple, de Dice Tower, il me semble qu'il a été invité par Arclight, ce sera à vérifier, mais ça représente des investissements vraiment importants, quoi. Après, je sais que Dice Tower, de mémoire, ils sont très globalement sponsorisés par Allplay.
Allplay qui a souvent un stand au Game Market depuis 2-3 éditions. Donc c'est possible que Mike ait été invité par Allplay qui leur sert de sponsor principal, mais je sais que ça représente un coût qui est important. Hein. C'est pas donné à tout le monde en fait, en tout cas. C'est pas voilà ça. Écoute, peut-être qu'un jour je viendrai au Tokyo Game Market, mais si j'y vais, c'est avec toi. Je te suivrai. J'avoue. Hein, Ouais, mais c'est vrai que moi, je reçois généralement pas mal de demandes de gens qui me disent je serai au Game Market à ce moment-là, est-ce qu'on peut se voir, etc. C'est vrai que d'une manière très générale, c'est pas pour être impoli, hein, mais je réponds pas. Bah, toi, c'est normal de faire. En fait, toi, c'est du boulot. C'est pas juste, c'est pas le moment où tu fais guide touristique, quoi. Donc, mais c'est vrai que je suis. Les gens doivent dire que je suis absolument odieux, mais c'est vrai que ça m'arrive très régulièrement de répondre une fois que le Game Market est terminé. Parce que je sais très bien, pour l'avoir fait plusieurs fois dans le passé, je sais très bien que c'est très compliqué. Moi, je suis en train de courir partout, essayer d'aller chercher les jeux et les gens naturellement curieux me posent plein de questions. Tu vois. Charge mentale en plus, quoi. C'est ça, et donc t'essaies de répondre à toutes leurs questions tout en cherchant les jeux et au bout d'un moment, tu te perds dans ton truc et tu mets 2 fois plus de temps à faire ce que tu devrais faire dans la journée et ça m'est arrivé de rater des jeux parce que j'avais pas eu le temps d'aller les chercher, tu vois. Parce que t'as vraiment une fenêtre qui est très fixe, notamment le samedi où le salon ouvre à 10h et les précommandes, en fait, généralement, tu dois aller les chercher entre 13h et 15h au plus tard. Donc, et la plupart, c'est 14h. Donc, entre 10h et 14h, en fait, les 4 heures là, ça paraît beaucoup, mais c'est très peu. Ouais, et je fais que courir. Ça passe super vite, j'imagine. Ouais. Déjà que je parle beaucoup avec les auteurs-autrices, donc si en plus je rajoute ça, je rajoute des gens que je connais pas et qui ont, par curiosité naturelle, et c'est très bien, hein, c'est très beau, hein, mais qui posent plein de questions. C'est vrai que j'ai pas le temps, quoi. Pas ce jour-là, quoi. Pas ce jour-là. Ok. Donc, il y a d'autres choses que tu veux dire sur le salon en général ou tu veux qu'on parle un peu plus des jeux que t'as découvert sur place? J'ai trouvé que c'était un salon qui était agréable. Il y a 2 tendances qui sont importantes. Évidemment, les jeux de pli, comme d'habitude. Là, ça change pas depuis pas mal d'éditions. Depuis 2-3 éditions, il y a aussi énormément de jeux de Défausse. Il y en a pas eu moins, il y en a eu plus, encore une fois, cette fois-ci. C'est vrai que ça devient vraiment compliqué, en fait, de se distinguer des jeux qui ont déjà du succès, qui sont déjà sortis. Tu vois, il y a si on prend ne serait-ce que le marché français, entre Odin qui a eu l'As d'Or, entre Jungo qui est sorti chez Cocktail, plus tous les autres qui sont sortis chez d'autres éditeurs, on en arrive à un sacré paquet de jeux de Défausse. Alors je sais qu'il y a une forte tendance aux jeux pas chers, dans une petite boîte principalement à base de cartes, parce que c'est la crise, comme on dit, un peu partout dans le monde, et que c'est vrai que c'est plus facile d'acheter un jeu à 12 € ou 13 € qu'à 45. Mais ici, il y a quand même cette tendance, cette double tendance du jeu de pli et du jeu de Défausse qui se maintient et qui, je pense, risque de se maintenir encore pendant un petit moment, en plus des jeux de communication moins intéressants qu'on trouve depuis pas mal d'années aussi. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour les autoristes qui auraient un peu le courage de sortir de ces sentiers battus. C'est le meilleur moment pour se faire remarquer par les éditeurs étrangers, parce que en proposant quelque chose qui casse un peu les tendances, quoi. Exactement, parce que c'est vrai que les jeux de pli, je vois, il y a déjà quand même pas mal de jeux qui commencent à tourner un petit peu chez les chroniqueuses français notamment, parce qu'il y a une vraie appétence pour ce genre de jeu en France, je pense, même si les États-Unis c'est un peu pareil. Et il commence à y avoir déjà des retours sur des jeux qui étaient certes intéressants sur le Game Market, mais qui me plaisent moi en tant que joueur au niveau privé, mais qui sont, ça devient compliqué, quoi. Moi, je laisse les jeux de pli à Allplay, en gros, quoi. C'est tellement plus simple. Ouais. Ils les font sur Kickstarter, ça engage les gens qui sont intéressés, ça permet à certains auteurs d'avoir leur jeu édité à l'étranger. Allplay gagne beaucoup d'argent comme ça, je pense, parce que c'est de la vente directe et que les droits d'auteur, tout ça, il y a moyen de négocier au Japon de façon assez sévère. Et du coup, ça permet d'étancher la soif de curiosité de pas mal de gens un peu partout dans le monde, et c'est très bien. Mais c'est vrai que pour les maisons d'édition plus classiques, prendre le risque aujourd'hui de sortir des jeux de pli sans passer par des campagnes où c'est déjà préfinancé, je peux comprendre pourquoi ça les intéresse pas ou pourquoi ils attendent vraiment de tomber sur le jeu qui, selon leur ligne éditoriale, pourrait casser les codes ou être vraiment différencié des autres, quoi. Mais tu vois, par exemple, il y a c'est à souligner, mais j'étais très content de voir que Yokai Septet était sorti
chez Matago récemment, qui était aussi une campagne Kickstarter à l'origine, hein, mais c'est Dan Kobayashi qui avait sorti ça avec Ninja Star Games, je pense. Et c'est un excellent jeu. Il est temps que le jeu soit sorti en France, quoi. Ouais. Bah, y a des jeux comme ça, comme Loose qui a mis 10 ans pour sortir en France. Enfin, t'as des jeux comme ça qui ont du mal à sortir en France, alors que c'est des jeux qui sont reconnus quand on s'intéresse déjà au... Oui, mais tu vois, je pense que commercialement et économiquement, si on prend les choses de façon très froide et, on va dire, capitaliste, en fait, c'est des jeux de niche. Donc c'est pas des jeux qui vont payer 2 salaires sur l'année, tu vois. Donc prendre le risque de sortir des jeux comme ça, c'est bien si t'as déjà un catalogue développé, des jeux, tu sais, les fameux evergreen dont tout le monde parle et dont tout le monde rêve, qui te permettent de payer, qui peuvent te permettre de payer tes salaires et de prendre des risques. Mais c'est vrai que sur un jeu, même Loose, tu vois, je sais pas, Loose ou même Yokai Septet, qui est un jeu qui mériterait d'avoir 100 000 ventes, je suis pas sûr qu'ils atteignent des chiffres comme ça, tu vois. Bah, c'est toujours la difficulté, et d'ailleurs c'est ce qui fait parfois les incompréhensions entre les éditeurs et les joueurs-joueuses, c'est que y a des considérations économiques, alors que quand on est juste joueur et joueuse, nous on va regarder par rapport à la qualité du jeu, en fait, enfin si le jeu il est vraiment et on se pose pas la question de savoir effectivement si ils peuvent espérer vendre X milliers d'exemplaires ou pas, et qui va être souvent aussi qui rentre dans la prise de décision pour décider de localiser un jeu, quoi. Ouais, surtout aujourd'hui dans une économie où c'est de plus en plus compliqué. C'est vrai que quand tu vois le nombre de jeux que tu dois vendre pour payer un salaire, par exemple, tu te rends compte que les prises de risque, elles doivent être vraiment pesées. Et ça engage pas seulement la maison d'édition, mais tu vois, c'est tout un réseau. Est-ce que tu vas être soutenu par les boutiques, par le public, évidemment, qui est les personnes qui décident au final si un jeu aura du succès ou pas, comme dit souvent Monsieur Despnous. Mais t'as aussi ton distributeur. En fait, t'as tellement de choses à prendre en compte avant de t'engager sur un jeu. Moi, je sais qu'en tant que amateur et grand passionné du jeu japonais, de la création japonaise, il y a des tas de jeux que j'aimerais faire, mais je sais très bien qu'au fond de moi, c'est des jeux, si je les faisais, ce serait tellement casse-gueule, quoi. Après, si tu acceptes de faire des tirages à 1500 exemplaires qui sont des tirages de passionnés qui te coûteront plus que ça te rapportera, si tu réussis à arriver, tu vois, à un équilibre zéro, entre guillemets, ça veut dire que ça devient du loisir, quoi. Pourquoi pas, mais c'est vrai que aujourd'hui, ça devient compliqué, hein, je pense, hein. Mais je comprends cette appétence, j'ai la même. J'ai eu des déceptions aussi, j'ai joué à des jeux de pli qui étaient pas ouf. J'en ai découvert des très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, notamment Tomato Killer, qui a un titre complètement improbable, mais qui est un jeu que j'aime beaucoup. Ouais. De toute façon, c'est sûr qu'après, plus les volumes augmentent, moins les chefs-d'œuvre ils peuvent augmenter dans la même proportion. Donc, ça veut dire aussi qu'on accepte qu'il y ait plus de ratés, quoi. Ouais, et puis il y a quand même énormément de recyclage dans les mécaniques, c'est-à-dire que, mais c'est ça aussi, ça c'est un autre phénomène parallèle, c'est que finalement ça demande une grande expertise du jeu de société de voir où les mécaniques sont recyclées. Tu vois, par exemple, là je pensais parler aujourd'hui de Cachars de Taiki Shinzawa, qui est un jeu déjà de pari, mais aussi avec des objectifs à suivre et à remplir. Il y a combien de jeux de pli comme ça déjà qui existent? Et du coup, ils ont tellement tiré sur la corde aujourd'hui que même si les jeux proposent toujours des expériences qui sont agréables, au final, je pense que la très grande majorité des jeux de pli qui étaient disponibles au Game Arcade seront joués une fois, même par des gens qui aiment les jeux de pli. Tu vois, j'étais étonné de voir les gens parler de Yokai Septet. J'ai vu des gens qui parlaient de American Bookshop, qui sont des jeux qui ont déjà plusieurs années. Et qui sont des jeux qui sont rejoués, qui sont pas joués, qui sont rejoués. Et ça, c'est, je pense, aujourd'hui, une très très grande différence. C'est combien de jeux tu vas jouer et combien de jeux de pli tu vas rejouer. Et un jeu comme Yokai Septet, c'est un jeu qui peut se rejouer, je pense, des dizaines de fois, parce que il y a une telle profondeur dans le jeu. Et pareil pour American Bookshop, qui demande beaucoup de connaissances, je pense, techniques du jeu de pli. Ce sont des jeux qui proposent une vraie expérience sur la durée. C'est pas juste la découverte curieuse d'une partie. Mais bon, ça c'est un autre débat, je pense. On passe au jeu que t'as découvert ? Ouais. Et dont tu peux parler ? Parce qu'il y a toujours dont tu ne peux pas parler. Oui, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont
en études. Il y a des jeux que, étant moi-même aussi impliqué dans une maison d'édition, forcément, il y a des choses qui sont pas toujours faciles à aborder. Mais là, il y avait quand même pas mal de jeux que je trouve intéressants dans des genres assez différents. Je pense que dans les jeux que j'ai bien aimés pendant ce Game Market, il y a notamment un jeu de Yoko Uchi, qui est l'auteur de Cat in the Box. Et de Yokai Septet d'ailleurs. Et de Yokai Septet, et oui, parce que c'est un grand ami de Dan Kobayashi, ce qui explique pourquoi le jeu était chez Ninja Star. Oui, il a fait un nouveau jeu qui s'appelle Mushroom Sword, qui est un jeu toujours illustré par Inoue-san, qui est une très bonne amie à moi, avec ses illustrations très kawaii, comme diraient les Européens d'aujourd'hui. Où en fait on va essayer, c'est un jeu de déduction, de prise de risque et aussi. Et de collection aussi, c'est ça ? Et de collection, oui, collection. Enfin, c'est de la collection, on est plutôt dans le, pour utiliser un mot barbare, et qui ferait peur, je pense, à tous les gens qui voudraient acheter le jeu. C'est un jeu où on va essayer de composer des mains de poker, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas essayer de faire un full house, tu vas essayer de faire une double paire, mais en allant la composer chez les autres joueurs. Donc en gros, il y a un paquet de cartes avec des couleurs différentes. Il y a 4 couleurs de mémoire avec des valeurs différentes. Et on va avoir des cartes posées devant soi qu'on va réorganiser avec des valeurs croissantes pour donner une première information aux autres joueurs. Et les autres joueurs vont faire la même chose. Et on va avoir une carte en main qui va être en gros la base de notre combinaison. C'est-à-dire que cette carte, on sera obligé de l'utiliser dans notre combinaison. Elle peut être d'une des 4 couleurs et elle peut être d'une des 4 valeurs. Donc l'idée, ça va être ensuite, avec les informations que tu as sur les cartes que tu as posées devant toi, qui sont cachées pour les autres, et la carte que tu as en main, plus une carte que tu as déposée au milieu de la table, c'est une autre petite mécanique que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais qui est intéressante. Tu vas essayer d'aller récupérer des cartes qui pourraient composer une main la plus forte possible en utilisant les cartes des autres. Là où c'est intéressant, c'est que tu vas avoir des jetons que tu vas aller poser chez les autres joueurs. Sur les jetons que tu vas poser, tu en as 4 à poser. Il y en a 3 qui vont, une fois posés, demander à ce que la carte fasse visible. Donc du coup, tu vas donner de l'information aux autres joueurs. Et tu as un de tes 4 jetons qui est un jeton que tu vas pouvoir poser, mais cette carte ne sera pas retournée. Donc en gros, quand tu commences à avoir un peu déduit de l'information et que tu es quasiment sûr que tu choisis la bonne carte, alors ça peut créer des déséquilibres parce que les cartes que tu as devant toi sont vraiment un élément d'information qui peut pas mal départager et déséquilibrer en fait le besoin le niveau de déduction nécessaire. Mais ça va permettre de cacher une information et du coup, une fois que tout le monde a posé ses 4 jetons, on va révéler, on va récupérer et on va voir qui a effectivement la combinaison la plus forte et il va y avoir un certain nombre de points distribués aux différents joueurs. J'ai trouvé le jeu intéressant, surtout à 4. C'est-à-dire que le jeu, c'est une expérience qui se joue j'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que c'est de 3 à 4 joueurs. Je pense pas qu'on puisse jouer à 5. De 3 à 4 joueurs. Les premières parties que j'ai faites, c'était à 3 joueurs. Sur BGG, il est indiqué de 2 à 4. De 2 à 4, ok. Alors à 2, à mon avis, ça va absolument pas être intéressant. Parce que l'information est il y a trop d'informations, je pense et il doit y avoir un déséquilibre entre les deux joueurs qui doit être trop important. À 3 joueurs, les premières parties que j'ai faites, je les ai faites avec Yoko Uchi-san, donc l'auteur que je connais un peu. Et on a joué, et les 2 parties que j'ai faites, 2 fois, j'ai réussi à faire un full house. Et je trouvais ça trop facile. Tu sais, un peu comme quand t'as l'impression d'avoir un puzzle déjà résolu, quoi. Et du coup, j'avais pas l'impression qu'il y avait du challenge dans le jeu. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de jouer pendant... j'ai eu le jeu qui m'a été envoyé un peu en avance du Game Market. Parce que c'était un jeu qui était représenté par Japon Brand cette fois-ci. Et j'ai joué à la maison, on y a joué à 4. Et j'ai trouvé que le jeu était vraiment beaucoup plus intéressant à 4. Il y a beaucoup plus d'erreurs possibles, tu prends plus de risques, t'as moins d'informations. Et c'est plus difficile de faire un full house. C'est difficile de faire un carré, qui est une combinaison vraiment extrêmement forte. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un jeu qui se joue, je dirais pas uniquement à 4, mais la vraie expérience du jeu, c'est à 4 joueurs. On sait que c'est difficile pour les éditeurs de dire 4 exclusivement, ou des choses comme ça. On sait que c'est difficile de... y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, mais c'est rare parce qu'on a toujours l'impression... j'imagine qu'on se dit qu'en faisant ça, on se coupe une partie d'acheteurs potentiels. Oui. Alors que le risque, c'est que tu l'achètes, tu joues à 2, puis que tu te dises que c'était nul, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que
Je pense que techniquement, tu te coupes une grosse partie du marché en disant un jeu uniquement à 4, mais il y a quelques succès d'estime comme ça qui prouvent le contraire, mais ça reste des exceptions et ça reste surtout des succès d'estime, pas des succès commerciaux. Mais c'est vrai que le truc, c'est que une chose que j'aime beaucoup dans la création japonaise, même si souvent c'est un peu comme on dit au Japon, tekito, c'est-à-dire que c'est un peu à l'arrache, c'est qu'il y a beaucoup de jeux de 3 à 4, voire de 3 à 5, et notamment une bonne partie du jeu de pli, ou même 4 à 5, tu vois, c'est des choix qui sont faciles à faire pour les autoristes amateurs, mais là, pour le coup, c'est vrai que l'expérience de jeu, telle que la propose le jeu de Yoko Uchii-san, moi, je dirais que c'est un jeu à 4 joueurs, c'est-à-dire que à 2 joueurs, l'expérience est beaucoup plus pauvre, à 3 aussi, même si elle est un peu meilleure. Je pense qu'il y a des gens qui aimeront la version à 3 joueurs, mais pour moi, la version à 4 joueurs est la version la plus exigeante, la plus gamer, comme disent les gens qui, tu sais, les gatekeepers, et qui est la plus intéressante en fait pour les gens qui ont l'expérience du jeu et qui aiment les jeux d'édiction. L'autre petite chose qui m'inquiète sur le jeu, qu'on retrouve pas dans Cat in the Box ou dans Yokai Septet, parce que c'est des genres de jeux différents et qui appellent à la rejouabilité, c'est que j'ai l'impression qu'on peut vite se lasser du jeu. Moi, j'ai dû faire 5 ou 6 parties au total, et j'ai déjà plus très envie d'y jouer, en fait, pour dire la vérité. Même si on me propose le jeu, j'y joue, hein, évidemment. Mais c'est pas un jeu que je vais avoir envie de sortir souvent. C'est pas un jeu auquel je vais repenser et auquel je vais avoir envie de rejouer spontanément. Il y a aussi une tendance du marché, on va pas se mentir. Mais moi, j'aime bien quand un jeu te donne envie d'y rejouer et que, bah, tu vois, qu'il ait sa place d'éternel dans ta ludothèque, quoi. C'est une place légère, mais quand tu l'as, c'est un jeu auquel tu vas rejouer, quoi. Et là, j'ai l'impression que, au-delà des premières parties, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont laisser le jeu sur le côté. Mais peut-être que je me trompe. C'est mon impression personnelle. Après, c'est du Yoko Uchii, donc c'est raffiné. Mécaniquement, c'est raffiné. C'est intelligent. Il y a une vraie profondeur de gameplay. Il y a un univers qui est un peu perturbant parce que tu pourrais penser que c'est un jeu comme c'est les illustrations d'Osamu Inoue sont toujours très très mignonnes. Donc t'as l'impression que c'est un jeu qui invite le grand public à jouer, alors qu'en fait c'est un jeu assez exigeant. Mais voilà, c'est un jeu que je conseillerais d'essayer, en tout cas. D'essayer ouais, parce que c'est une expérience différente. C'est assez, je pense, c'est assez unique, ce qui en fait quelque chose de rare. Et c'est le genre d'expérience qu'il faut rechercher, je pense, du game market. Mais voilà, mais je pense que c'est un jeu qui sera signé chez un éditeur occidental, c'est quasiment sûr. D'autant plus qu'il est au catalogue Japon Brand, donc il y a très peu de chances que ce soit pas signé. Mais c'est un jeu qui a pas mal buzzé sur le game market. Je pense que l'auteur a eu beaucoup de succès avec ce jeu. Et je vous encourage à l'essayer, ne serait-ce que par curiosité, si vous avez l'occasion, dans son édition occidentale ou son édition japonaise, quoi. Et après, je sais pas si c'est moi qui ai cette impression, mais je trouve que l'utilisation des mains de poker, tu vois, réutiliser dans des jeux, j'ai l'impression qu'on en mange beaucoup oui. en ce moment. C'est vrai. Ça fait partie des petites tendances, tu vois. Je sais plus, je crois qu'on parlait la dernière fois, on avait parlé des pokers, c'était quoi, Dog Poker ou un truc comme ça. Ouais, Dog Poker, Cat Poker et puis Mall Poker, oui, voilà. de Kagami. Voilà, Mall Poker et tout, ouais, avec les taupes, n'oublions pas les taupes. Ouais. Mais c'est vrai que c'est l'impression et puis tu vois, il y a eu The Gang, il y a eu plein de jeux récemment qui ont envie d'utiliser les mains de poker pour faire quelque chose, quoi. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que le poker, c'est pas une tradition naturelle au Japon, même s'il commence à y avoir des clubs de poker. Il y a des joueurs pros qui sont assez connus, mais qui sont vraiment une très très infime minorité. Et en fait, c'est jamais évoqué comme étant des mains de poker. Bon, ce qui est une façon d'enfumer un petit peu les joueuses, mais c'est vrai que c'est souvent une combinaison de 3 cartes plus 2 cartes identiques. Ils vont jamais te dire c'est un full house. C'est assez rare. Mais je pense que c'est aussi une facilité de game design, peut-être, parce que c'est beaucoup plus simple de créer ce type de combinaison basée sur une expérience ou une connaissance partagée par pas mal de gens. 2 valeurs identiques ensemble, ça fait une combinaison très forte. C'est assez facile à mémoriser, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement ces temps-ci, ouais. Alors moi, je suis assez fan de ça, mais
Et moi, je pense qu'il y a l'avantage, c'est qu'effectivement, même moi qui n'ai jamais joué au poker de ma vie, je connais on connaît les combinaisons. Enfin, ça fait partie de, si tu connais un peu les jeux de cartes, etc., c'est quand même quelque chose qui fait partie d'une forme de culture c'est quand même quelque chose qui fait partie d'une forme de culture populaire, quoi. Oui, et puis en plus, pour un public français, le poker a eu tellement d'écho pendant très longtemps, même si ça redescend pas mal, mais il y a eu tellement d'écho sur le poker pendant quelques années que je pense que la très grande majorité des gens sont au courant de ce qu'est une main de poker, quoi, à peu près, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Ok, écoute, oui, tu penses qu'il sera localisé, il y a des fortes chances qu'il soit. Ah, moi je dis, à mon avis, c'est localisé à 150%. Sinon, dans les autres jeux, évidemment, il y avait la nouveauté de Sashi, avec aux illustrations Takako Takarai, l'illustratrice attitrée de Sashi, qui est plus que l'illustratrice d'ailleurs pour Sashi. Mais le jeu qui s'appelle The Great Evening Banquet, donc toujours comme d'habitude, un thème totalement unique. Oui. Puisque là, en fait, en gros, c'est les soirées de l'ambassadeur, tu vois, l'ambassadeur, ambassadrice. Mais c'est très marrant parce qu'il y a toujours ce petit côté un peu désuet, en fait, dans les thèmes des jeux, tu vois. Enfin, moi, je sais qu'il y a celui où on attend l'ascenseur, et tu sais qu'il y a des règles de bienséance. Pareil, quand on doit recevoir, il y a comme c'est le West, c'est un peu les croisières un peu classe. En fait, c'est un petit charme comme ça, un petit peu qui fait un peu années 20, je sais pas comment le dire. Là, pour le coup, l'inspiration, c'est vraiment ça. Il y a une petite inspiration années folle qui est intéressante, et le jeu est je me souviens quand Sashi m'avait parlé du jeu la première fois, parce qu'on avait joué pas mal de fois au prototype avant que le jeu sorte. Il hésitait vraiment beaucoup sur le thème parce que Sashi part toujours des mécaniques et le thème en fait vient ensuite après des discussions avec Takako Takarai donc, et ça a été la croix et la bannière pour trouver un titre qui soit pas, parce que tu vois déjà The Great Evening Banquet c'est déjà lourdingue comme titre, et je peux dire qu'il y avait des propositions qui étaient vraiment, mais c'était juste impossible quoi. Déjà ce titre là, comme Sail Away, c'est pas un titre facile à mémoriser pour on va dire un acheteur ou acheteuse moyen en France. Ça peut vite être la boucherie en termes de prononciation. Celui-là, déjà le mot banquet prononcé à l'anglaise, t'as toujours l'impression de dire un gros mot tellement la prononciation est bizarre. Mais il aime ce genre de titre, il aime ces thèmes qui sont très très particuliers, vraiment uniques. Et c'est ça que j'aime bien aussi chez Sashi. Mais tu vois, par exemple, un de ses derniers jeux, c'était Bus and Stop, quoi. Donc c'est des gens à l'arrêt de bus. Ouais. Je veux dire. Oui. Ok. Mais écoute, ça change des pirates, des zombies et des vikings. Ah c'est sûr que là, pour le coup, c'est pas du médiéval, c'est pas du médiéval fantastique, quoi. On est vraiment sur des thèmes uniques. Mais là, pour le coup, ce qui est incroyable, c'est qu'il réussit toujours à faire un raccord naturel entre ces mécaniques qui sont la base de sa création et le thème final. Et à chaque fois, ça marche, quoi. C'est-à-dire que quand tu joues à Bus and Stop, bon, je vais pas te dire qu'on sent pas le gasoil, faut pas exagérer non plus, mais t'as vraiment l'impression que t'as des gens qui montent dans le bus et qui en descendent, quoi. Et tu dis, mais à quel moment je me suis fait avoir, quoi. C'est fou. Et le jeu de l'ascenseur, c'est un exemple parfait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu dis, mais on a vraiment l'impression d'attendre l'ascenseur et il faut pas dépasser, quoi. C'est pas le RERB un lundi matin, quoi. C'est drôle, quoi. Et là, dans le jeu, alors c'est un jeu qui va rappeler un petit peu comme Sail Away sur certains aspects. L'idée, c'est qu'on a des tables. Chaque joueur, chaque joueuse va avoir 6 tables. Et sur ces 6 tables, on va essayer de faire venir les invités, comment dirais-je, pour lesquels les conditions sont optimales. C'est-à-dire qu'il y a certains invités qui vont vouloir être accompagnés à leur table de jeunes gens, hommes ou femmes. Il y en a d'autres qui vont vouloir avoir des tables où il y a du vin rouge qui est servi à table. Il y en a d'autres qui vont vouloir être avec un certain type d'invités et pas d'autres, qui sont représentés par des couleurs. Et donc, on va essayer d'optimiser. C'est un puzzle. C'est plus un puzzle encore que comme Sail Away qui reprenait un petit peu le Mancala. Là, on est sur c'est encore du draft à la base, au cœur de la mécanique et du placement de tuiles. Et sachant que tes 6 tables, en fait, sont placées dans un quadrillage avec 3 tuiles
pour les lignes verticales et 2 tuiles pour les lignes horizontales, qui sont des conditions en fait de points de victoire. Donc on se rapproche vraiment beaucoup plus du puzzle cette fois-ci. Ouais. Et d'ailleurs, Sashi propose dans le jeu 2 modes de jeu. Un jeu qui est plus familial, plus abordable, qui laisse un peu plus de liberté d'erreur notamment. Et un autre mode qui est vraiment beaucoup plus retors, que je conseillerais à des gens qui ont fait déjà pas mal de parties de la version famille. Je déconseille de commencer par cette version, parce que ça peut être ultra frustrant pour des gens qui ratent leur premier coup. Même si on est un gamer. Ouais, même si on est un gamer. Après, les alpha gamers, tu sais comment ils sont, hein, ils vont vouloir prendre le risque et ils vont assumer. Ils joueront jamais en mode famille. C'est ça. Ils vont assumer leurs erreurs, ou ils vont dire que c'est à cause du jeu. Mais là, je conseille vraiment de jouer au mode familial, qui est déjà un mode pas facile, sur lequel sur le draft, tu peux vraiment planter des joueurs. Et je trouve, à mon avis, en termes de difficulté, on se rapproche de Come Sail Away. Sur le temps de partie, c'est à peu près pareil. C'est une 30aine de minutes, je pense. Ouais, tu vois, c'est indiqué 30 minutes. Comme d'habitude, chez Sashi, il y a un mode solo qui est viable, qui fonctionne bien. C'est un jeu de 1 à 4, et puis visuellement, c'est beau, quoi. Pour les gens qui aiment le travail de Takako Takalai, c'est vraiment, encore une fois, c'est une réussite, quoi. Ça évoque pas mal de choses. Alors, il y a des gens qui reprochent pas mal, tu vois, sur Come Sail Away, je me souviens. Sur la version localisée, qui est la version originale du jeu, pour le coup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent toujours qu'il y a des transformations de graphiques, etc. Mais là, pour le coup, c'était la même version. C'est vrai que le côté très noir du jeu et cette coupure noir-jaune pouvaient en choquer certaines. Là, on a un petit peu cette prise de risque encore sur la couverture, notamment, où il y a sorte de vert brun qui rappelle un peu l'Allemagne d'aujourd'hui, et le jaune, et puis quelques invités comme ça qui sont présentés au centre de la boîte. Mais malgré tout, je trouve ça très beau. Le matériel, comme d'habitude, Sashi fait beaucoup d'efforts sur la qualité du matériel. Ils font jamais attention au coût du jeu, et ça que je trouve assez agréable. On est moins dans l'expérience plus... Alors, l'expérience expérimentale, c'est un peu lourdingue comme formulation, mais dans la je pense que j'en avais parlé, mais la création de Come Sail Away venait du fait que Sashi voulait donner une expérience de gros jeu avec plein de matériel à des gens qui joueraient à un jeu familial, ou un jeu qui était accessible à beaucoup de gens. On est moins dans cette ambition-là. Démarche. Ouais. C'est moins cette démarche. Mais en termes de qualité de matériel, on est encore à un top niveau, hein. Et puis, comme d'habitude, le jeu est bilingue, donc c'est très facile de le trouver. Et je trouve que, autant je suis assez fan de... Bon, Sashi étant un très bon ami, c'est compliqué de juger ses créations, parce qu'il y a toujours un biais naturel qui fait que je vais jamais dire du mal de ces jeux. Mais je trouve que sur ces jeux intermédiaires, que ce soit Come Sail Away, que ce soit... tu vois, il y a The Great Evening Banquet, ou même... j'oublie toujours la traduction française du jeu avec la ligne de bus. Moi, je connais que celui dont on parlait tout à l'heure. Bah ouais, moi, je connais que le nom. Enfin bref, qui est sorti chez Yellow. Je trouve que dans ces... Get on Board. Merci, Get on Board. Parce que je mélange toujours les deux titres, le titre japonais et le titre alors non français, de l'édition française. Et je trouve que dans ces boîtes intermédiaires, dans ces expériences de 30 minutes avec un matériel un peu plus costaud, je trouve que c'est là qu'on trouve le sweet spot de la création de Sashi. Et c'est là aussi que, évidemment, en termes d'illustration et de création d'univers, c'est là qu'on trouve aussi le meilleur potentiel pour Takako. Et du coup, j'aime bien ces boîtes. Pour moi, c'est là qu'il est le meilleur. Je peux me tromper, il a des jeux de cartes qui sont très bien aussi, mais je trouve que c'est sur ce format de boîte, un peu risqué, un peu plus cher, un peu plus important en termes d'expérience, qu'on retrouve vraiment les qualités d'auteur et le travail d'illustratrice de Takako et de Sashi, quoi. Vraiment, j'en dis du bien parce que je trouve que c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé.
C'est assez rare que j'aime ces jeux à ma première partie. En général, il faut plusieurs parties pour que je commence à vraiment apprécier l'expérience. Et là, sur Banquet, on va l'appeler comme ça, c'est plus court, j'ai déjà fait pas mal de parties avec un nombre de joueurs différents. À 2 joueurs, c'est une super expérience aussi. Dans toutes les configurations, ça fonctionne. Alors, je joue pas au solo parce que c'est pas du tout ce qui m'intéresse, mais de 2 à 4, le jeu est vraiment très agréable à jouer. Et dans ces 2 modes, c'est vraiment très bien, quoi. Voilà, donc je conseille très vivement. Alors, je sais pas si le jeu est déjà sorti officiellement. Je pense que c'était une avant-première au Game Market, mais je sais pas. Faudrait regarder sur son site. Ouais. Moi, j'avoue que là, j'ai joué récemment à Come Sail Away et j'ai vraiment adoré l'expérience. Et là, de fait, je suis super intéressée par celui-là. Et dans l'ensemble, peut-être qu'il y en avait que Take the E-Cord que j'avais un peu moins aimé de ces jeux. Tous ceux que j'avais achetés, quand j'étais venu au Japon, j'en avais acheté quelques-uns et j'avais vraiment tous bien apprécié. Donc celui-là, il est dans ma wishlist. Oui, je pense qu'il faut l'ajouter à toute wishlist de gens. Si vous aimez un petit peu les jeux de Sashi, je pense que celui-là va vous plaire. C'est vrai que Take the E-Cord, on en revient en fait au tout début de la création de Sashi et Takako. Et du coup, c'était encore à l'époque où ils étaient sur une petite table comme les autres amateurs, quoi. C'est ça qui est drôle aussi, quoi. Moi, je me souviens de les avoir rencontrés quand ils étaient sur cette table à la sortie de ce jeu-là, où c'était une toute petite table comme tous les cercles d'auteurs qu'on trouve encore aujourd'hui au Game Market. Bon, depuis, ils ont c'est une vraie entreprise, ils ont un site, ils ont plein de réseaux avec les boutiques aux États-Unis, etc. Donc ils ont vraiment grossi, mais... Très bien, écoute, là, j'avoue que tu m'as donné super envie. Alors ça se trouve, le jeu sera pas disponible en quelques semaines, je sais pas. Je sais que souvent Sashi se fait envoyer des boîtes par avion parce que ils sont toujours un peu ric-rac sur la production et du coup ils finissent toujours par se faire envoyer des jeux. Mais j'imagine que le jeu devrait sortir bientôt sur leur boutique, en tout cas en ligne, quoi. Ok. Ensuite, tu nous parles de quoi ? Ensuite, alors, un jeu un peu foufou qui s'appelle Inchiki Daifugo. Alors ça va pas vous évoquer grand chose. C'est un jeu de... Tu nous avais parlé du Daifugo quand on avait fait les premières émissions avec Flavien, qui est une sorte de la variation du jeu ce qu'on appellerait nous le jeu du président un petit peu. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Qui a la cote lui aussi en ce moment. Jeu de défausse, être le premier à se débarrasser de ses cartes, c'est vraiment, je te dis, c'est vraiment une des typologies de jeux qu'on retrouve le plus là ces temps-ci. Et en fait, c'est un jeu de Yoshiteru Shinohara, qui est un auteur qui doit évoquer quelque chose chez vous. C'est l'auteur notamment de Crossing, qui était sorti en coproduction entre 17 éditeurs différents, je pense à l'époque. Il y a un bout de temps d'ailleurs, enfin c'est pas un jeu récent. Ça fait pas mal d'années. C'est aussi un auteur qui avait fait Moneybags chez Home Games, qui est absolument oubliable. Et en fait, Inchiki Daifugo, donc ça fait un petit moment qu'il n'avait pas fait de jeu, qu'il n'était pas présent au Game Market, j'étais content de le revoir. Et c'est un jeu où on va évidemment essayer de se débarrasser de ses cartes le plus vite possible. Mais toute la particularité de son jeu, c'est que... Alors là, je vais essayer d'expliquer ça clairement, mais c'est tellement tiré par les cheveux que je risque d'en perdre quelques-unes. C'est qu'en gros, il y a deux couleurs dans le jeu. Il y a des cartes rouges, des cartes noires, avec des valeurs qui vont de 2 jusqu'à 12. Si je dis pas de bêtises. On va pouvoir jouer les cartes de diverses façons. La première façon, c'est façon classique, des cartes de même valeur. Ou alors, une carte seule. Mais là où le mot Inchiki prend tout son sens, Inchiki, c'est quelque chose qui casse les règles, en fait, qui est une expérience un peu bizarre, un peu étrange, c'est que on va pouvoir sortir un nombre de cartes avec des combinaisons follement fortes très régulièrement dans la partie. C'est-à-dire que, par exemple, si je sors, admettons, 5, 6, 7, 8, 9, donc là, il y a 5 cartes qui vont de 5 jusqu'à 9. Alors, c'est pas forcément une suite, ça peut être des chiffres, une suite interrompue. On va considérer que ma combinaison qui commence de 5 à 9, donc qui est composée de 5 cartes, et dont la valeur la plus forte est le 9, représente en fait 5-9. C'est-à-dire que si je joue 6 cartes et que je vais jusqu'au 10 ou au 11, j'aurai 6-11, et non pas 6, 7, 8, 9, 10, 11, tu vois ?
Non, déjà, faut déjà percuter sur ce truc-là qui est pas évident, qui est pas naturel du tout. Et ensuite, le joueur ou la joueuse suivant va devoir essayer de battre cette combinaison, sachant que les deux peuvent aussi devenir des 12. Donc, tu peux réussir à faire des combinaisons qui sont extra fortes, vraiment très très fortes avec des 2 en plus. Et si tu peux pas faire une combinaison suffisamment forte, tu vas aller récupérer une carte chez le joueur qui a joué précédemment. Donc par exemple, on va reprendre l'exemple des 5-9 qui ont été joués, donc ça fait 5-9. Si maintenant j'enlève le 9, on se retrouve avec 4-8. Tu me suis? Alors que dans les chiffres, tu as 5, 6, 7, 8. Donc tu vois, il faut réussir. Il y a une gymnastique mentale au niveau des chiffres. J'allais te dire, c'est ça, il y a une petite gymnastique. Et il faut prendre, une fois que tu as pris le pli, si on peut dire, ça va. Mais il y a ce petit effort à chaque fois à faire pour te reprojeter dans la nouvelle combinaison. Exactement. Alors moi, je suis un peu teubé avec ce genre de mécanique un peu compliquée. Je t'avoue que j'ai joué une partie, la première manche, mais j'ai essayé de faire des trucs, j'ai vraiment très 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 mal joué, je me suis retrouvé avec une carte à la fin, j'avais l'air bête, et j'arrivais pas du tout, évidemment, à revenir dans la manche. Donc en fait, il faut pas jouer toutes tes cartouches trop vite, parce que tu vas te retrouver coincé face à des joueurs-joueuses qui vont te sortir des combinaisons de 8 cartes avec des valeurs complètement pas possibles à rattraper. Et tu fais que piocher pour refaire une main, et en fait, le temps que tu refasses ta main, t'es sorti de la manche. Et ça demande un équilibre qui est vraiment très 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 complexe. J'ai depuis fait pas mal de parties. C'est une expérience qui est tellement différente des jeux de Défausse qu'on connaît que j'ai envie de le conseiller, mais en même temps c'est tellement bizarre comme expérience que je pense qu'il y a énormément de gens qui vont passer à côté. Qui vont avoir du mal et pour qui ce sera pas une expérience satisfaisante, quoi. Exactement. Par contre, j'aimerais beaucoup avoir l'avis de gens qui y jouent et en discuter avec eux et elles, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont ressenti comme émotion, comment ils ont vécu cette expérience très bizarre de gestion de cartes, de main de cartes. C'est très perturbant. Je vois qu'il est trouvable en fait chez la boutique belge Golden Meeple qui importe pas mal de jeux et il figure sous le titre de Fake Millionnaire. Ok, pourquoi pas, oui, bah ça marche bien, je trouve. Après, ça. Je le dis pour ceux qui essaieraient de le trouver, ceux et celles qui essaieraient de le trouver, parce qu'effectivement, si on tape le nom comme ça, on ne le trouvera pas sous cette dénomination. Mais la boîte est exactement la même, donc je n'ai aucun doute là-dessus. Ah oui, en plus, la boîte, là, pour le coup, c'est pas Takako Takarai qui a fait les illustrations. Hein, c'est du bicolore violet-blanc avec 3 mots, quoi. Enfin, 2 mots pour le coup, mais oui, c'est pas fou en termes graphiques. Verrez que l'intérieur du jeu, c'est pas mieux. Mais en gros, t'as des cartes avec des chiffres rouges et des cartes avec des chiffres noirs. Mais ça fait son office, ça suffit pour jouer au jeu et profiter de l'expérience. C'est une expérience qui est tellement bizarre que je ne pouvais pas ne pas en parler, parce que ça fait partie de ces jeux, tu sais, on n'ira pas jusqu'au what the fuck, mais il y a ce côté un petit peu, j'ai envie de sortir ce genre de jeu. Je sais très bien que ça va perturber la très grande majorité des gens qui y vont y jouer, mais j'ai le droit de le faire parce que c'est un jeu amateur et que, il n'y a pas d'enjeu derrière, quoi. Et en plus, c'est un auteur qui n'avait pas sorti de jeu depuis longtemps, donc c'est plutôt agréable de le revoir. Moi, ça m'a fait plaisir de le revoir, quoi. Ouais, carrément. Après, tu vas nous parler de... Alors, je peux parler un petit peu de Cachards, parce qu'il faut toujours parler d'une Shinzawa de l'édition, de la nouvelle édition du Game Market. C'est sort une forme d'obligation contractuelle de parler. C'est ça, c'est mon engagement moral auprès de tous les joueurs et joueuses de jeux de pli francophones. Mais qui a une jolie couve avec un chat, donc c'est pour ça que c'est avec un chat en feu, comme tu peux le voir. Alors je sais pas dans quelle mesure ce feu brûle, mais c'est un jeu qui, une fois de plus, reprend des choses qu'on a déjà vues dans d'autres jeux de pli. C'est pas... Tu disais, il y a un contrat, faut parier sur ces contrats, et ça, c'est quelque chose qu'on trouve assez classiquement chez Shinzawa. En fait, il aime bien... dans Nine Lives, t'as ça, dans Loose, t'as ça aussi. Enfin, t'as le fait de parier sur son nombre de plis, etc. Exactement. Et là, t'as des paris sur des missions à remplir. Franchement, on va pas se mentir, ça vaut pas certains classiques des jeux de paris avec des règles changeantes ou des modifications de conditions de scoring à chaque manche. Il y a pas mal de classiques, et notamment des classiques allemands qui font ça beaucoup mieux. Mais il faut que je parle d'un jeu de Shinzawa à chaque fois, je peux pas m'en empêcher.
Je peux pas m'en empêcher. Et pourtant, c'est un jeu de paris. Tu sais qu'on en a déjà parlé. Je sais que toi, c'est pas ce que tu préfères. Non, c'est pas vraiment ce que je préfère, mais malgré tout, là, j'ai aimé l'expérience. J'ai trouvé que c'était, on va dire que c'est un bon Shinzawa. C'est pas le meilleur. C'est un game design un peu paresseux, je pense, de sa part, mais en même temps, les game market, tu veux dire qu'il recycle des choses qu'il a déjà faites et qui ont déjà fait leurs preuves, c'est ça, en fait. Ouais, je pense qu'il est tellement bon en création de de jeux de pli que avec deux idées, deux ficelles et un morceau de corde, il peut te faire un jeu qui tient bon et qui est équilibré, quoi. C'est ça qui est intéressant avec lui, mais c'est vrai que c'est pas sa création la plus originale. Moi, tu vois, j'ai adoré, par exemple, Shot the Books. Je maintiens que c'est un jeu qui devrait être édité à l'étranger, que c'est un très bon jeu. Ouais, moi, j'y ai joué aussi et j'avais trouvé ça très, très bien, effectivement. Ouais. Et oui, moi, j'adore ce jeu, mais je pense que Shot the Books est bien meilleur que Quashars. Je sais pas comment ça se prononce. En japonais, c'est Quashas. Et il est moins intéressant, mais c'est toujours une bonne expérience à prendre de jouer à un jeu de Taiki Shinzawa. Après, je sais pas dans quelle mesure il est trouvable. Je sais pas si Golden Meeple, par exemple, qui a des bons réseaux pour trouver des jeux qui sont pas forcément... précipitez-vous, parce que je pense que c'est un jeu qui sera pas réédité. J'aime bien ce que fait Golden Meeple. Je trouve que c'est un... Ouais. C'est bien de donner accès à pas mal de jeux comme ça qui sont inédits. Là, j'avoue que j'ai ouvert leur page, tu vois, sur leurs jeux importés, et tous les jeux dont on parle là, ils sont référencés chez Golden Meeple, quoi. Donc. Ouais, c'est bien. Alors, bien sûr, les tarifs sont élevés par rapport au format de jeu, enfin au prix qu'on s'attendrait pour ces formats de jeu, mais forcément puisqu'ils sont importés. Hein. Mais il y a quoi ça. C'est le prix de l'exotisme. Il faut aussi que la boutique. Bah ouais. Parce que j'imagine qu'ils ont pas des accords. Tu sais, c'est pas de l'achat sur du prix de production, sur des tarifs de production, ce genre de choses. Donc c'est toujours un peu compliqué. Il faut trouver un bon équilibre entre rémunérer les auteurtrices, leur permettre de pas être trop dans le rouge, tout en ajoutant la TVA, les taxes à l'importation, les frais de port et tout. Ça commence à faire beaucoup. Donc je comprends qui renvoie une partie de ce coût sur les acheteuses, et puis profitez-en, parce que c'est une je sais à quel point c'est difficile parfois de récupérer des jeux post-game market au Japon. Même moi qui ai tous mes réseaux, ça m'arrive même avec des amis auteurs de leur envoyer un mail et ils me disent j'en ai plus. C'est-à-dire qu'il y en a plus en boutique, il y en a plus chez eux. Ils ont vendu le dernier exemplaire, ils m'envoient un exemplaire de démonstration, il manque 3 cartes. Enfin, des fois on arrive à des trucs qui sont... il y a une production et il n'y en aura pas d'autres, quoi. Donc, profitez-en si vous avez cette occasion. Moi, je trouve que ce qu'ils font, c'est très bien, et je les encourage à... je pense que si j'étais en France, je serais un bon client et je les remercierais chaleureusement. Moi, je t'avoue que je commande quand même assez régulièrement. Moi, j'achète de beaucoup moins de jeux qu'avant, quand malgré tout, je me suis un peu assagie, mais ça m'arrive pas mal, notamment sur des jeux qui sont trouvables nulle part. Enfin, que t'as aucune autre chance de trouver. Hormis ce réseau-là, tu peux pas, quoi. Mais oui, il fait vraiment des efforts pour proposer des jeux que t'as pas dans toutes les boutiques, quoi. Oui, en plus, c'est des jeux d'auteurs qui sont assez installés, donc il y a un suivi des auteurs. Comment dire, ce qu'on appelle les anciens maintenant, parce qu'ils sont là depuis les premiers game market. Mais tu vois, tu prends pas de risque à prendre un jeu de Yoko Uchi-san ou de Taiki Shinzawa, quoi. Tu sais très bien que il y a un jeu assez solide derrière en général, même s'il y a toujours des problèmes d'équilibre, où il y a beaucoup de jeux qui demandent du développement, l'air de rien, en tout cas dans leurs éditions occidentalisées, on va dire. Mais globalement, pour une expérience de gens qui sont pas, comment dirais-je, on n'est pas tous techniciens du game design, je pense que l'équilibre est suffisamment bon pour y jouer et y prendre de plaisir, quoi. Après, dans les autres petites surprises... Oui, pardon, tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'allais dire ça. J'allais dire, tu m'avais noté un autre jeu, encore un 5e jeu que t'avais bien aimé, en tout cas. Ouais, alors, c'est un jeu qui a surtout fait beaucoup rire Lana, ma fille, qui s'appelle Kuso Review. Alors, Kuso, en japonais, c'est... en gros, c'est merde, mais ça veut dire une critique de merde. En gros, c'est ça. C'est une... C'est un mot qu'on utilise beaucoup pour parler, par exemple, tu vois, pour parler de jeux de pli, il y a par exemple Kusoge Trick, qui est un Kusoge. En japonais, c'est Kuso Game, donc c'est un jeu de très mauvaise qualité.
Et souvent, c'est un mot qui est utilisé dans la langue courante, c'est un mot familier évidemment, mais qui perd un peu de son sens, un peu comme les Français disent merde dès qu'ils se brûlent ou qu'ils se tapent quelque chose. Ou comme putain qu'on dit jamais dans son sens d'origine, en fait, qui est presque une interjection qui a été complètement privée de son sens, quoi, originel, ouais. Exactement. Et Kusolivieux, donc c'est un jeu qui devait être présent au Game Market, mais qui est moins intéressant de mon côté parce que c'est un jeu qui est édité par un éditeur plus installé, on va dire. C'est un jeu en fait où on va essayer c'est un jeu de communication à base de cartes qui sont préécrites, donc ça va être en gros de la création de phrases avec un nombre de cartes déjà prédéfinies dans ta main, et on va essayer de créer la critique d'un gros site marchand en ligne que je ne citerai pas parce que vu tous les crimes écologiques qu'il commet depuis quelque temps, c'est pas vraiment le moment de le citer, où on va essayer d'écrire des critiques de produits négatives, très négatives. Okay. Ah, mais c'est un jeu pour le pionfesseur. Ou positives. C'est-à-dire que tu peux détourner. C'est ça qui est intéressant, c'est que les formulations sont suffisamment bien pensées pour que, avec une ou deux cartes, tu puisses passer une critique qui serait horriblement négative à une critique extrêmement positive. Alors des fois, ça n'a ni queue ni tête, mais c'est ça que ça rend la chose encore plus drôle, parce que quand tu regardes un petit peu parfois les critiques, tu sais, les critiques de restaurants, de boutiques, des fois, t'as des trucs qui sont complètement invraisemblables, où tu te dis, mais il paraît que l'éducation est obligatoire en France, mais prouvez-le-moi. Mais c'est... Et c'est la même chose dans tous les pays, hein. Il suffit de voir... Des critiques, tu vois, je me souviens d'une critique qui m'avait fait une page qui m'avait fait beaucoup rire sur une critique de bougies, qui étaient des bougies en fait qui n'étaient pas en cire et qui donc ne pouvaient pas être allumées. Enfin, tu pouvais les allumer, mais elles fondaient pas. Vous avez des gens qui disaient, mais je comprends pas, elles fondent pas mes bougies. Et t'as des gens qui sont comme ça, qui sortent de nulle part. Et en fait, tu peux créer ce genre de critiques et c'est assez drôle. Bon, alors, parfois, ça tombe à plat parce que tu vas avoir des cartes qui sont pas forcément les meilleures, mais quand tu réussis à tomber sur quelques phrases, quelques tournures de phrases qui fonctionnent bien ensemble, et que t'as 3-4 critiques qui sont lues comme ça et qui te font, qui sont vraiment bien écrites, c'est vraiment très très drôle, quoi. Alors c'est une sucrerie, hein, c'est pas, on révolutionne pas le game design, c'est un jeu de communication typique tel qu'on en trouve plein au Japon, mais je trouve que celui-là, avec son titre un peu provocateur entre guillemets et les, comment dirais-je, le travail d'écriture qui est assez développé, je pense, ça a été bien pensé, ça a été bien écrit en tout cas, pour qu'il y ait plusieurs sens qui fonctionnent. Je trouve que c'est un jeu qui est assez drôle à jouer. Alors évidemment, c'est un jeu qui est impossible à jouer en français actuellement. Oui. Puisque le jeu, toutes les cartes sont uniquement en japonais. Celui-là, voilà, c'est pas comment dire, c'est pas localisable tel. Enfin, en tout cas, on peut pas l'acheter en import, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Et puis en plus, t'as des cartes prépositions qui sont essentielles dans le sens que tu vas apporter. Le fait que tu changes de préposition, bon, il y a un peu la même chose en français, mais le fait que tu changes une préposition de place, le sens de la critique est complètement inversé et ça n'a plus du tout le même sens, quoi. Et tu peux faire des choses assez ironiques, étonnamment, alors que l'ironie, c'est pas une spécialité japonaise, ils sont très premier degré d'habitude. Et en fait, il y a moyen de détourner et d'apporter un petit peu d'ironie à la française dans le jeu, et on a eu pas mal de moments de fou rire en famille, et c'est assez drôle à jouer, quoi. Donc c'est un conseil que je peux pas conseiller parce ne l'achetez pas tel quel, ce serait complètement absurde, à part mais si t'avais envie de le mentionner juste pour l'expérience que t'as vécue, le thème du jeu et la proposition qui est un peu qui sort des sentiers battus, quoi. C'est ça, ouais. Et j'ai trouvé que c'était assez drôle. Après, comme sur ce Game Market, comme les précédents, j'avais quand même beaucoup de précommandes. Je pense que cette fois-ci, j'en avais un peu moins que la fois dernière. J'avais, je pense, une 40 ou 50 jeux en précommande. Il y a de belles découvertes dans les jeux que j'ai achetés. Il y a des choses qui sont beaucoup moins bien aussi. C'est toujours un peu difficile de critiquer négativement les jeux japonais du Game Market, en tout cas quand c'est des auteurs amateurs. Oui, parce que t'as pas la même, tu peux pas avoir exactement la même exigence que quand c'est des circuits professionnels classiques. Évidemment. Et puis parfois c'est vraiment une pépite recouverte de terre qu'il faudrait enlever pour en faire quelque chose de vraiment très très bien.
Après, ça demande du travail et du temps de la part des éditeurs de s'engager sur ce genre de projet, mais il y a toujours des choses intéressantes. Il y a des choses qui sont... Il y a encore une fois, je suis tombé sur quelques... c'est pas des copies, mais c'est des jeux qui imitent des choses qui existent déjà. Tu vois, il y avait... Ouais. Je suis tombé sur un Hanabi en mode aztèque qui visuellement était très très beau. Que j'ai acheté parce que c'était un bonbon visuel qui se met en plus. Je me suis rendu compte après qu'à mon avis c'était de l'IA, donc je pense que je n'assume plus du tout comment dirais-je, le moment de surprise que j'ai eu pendant le Game Market. Tu sais, quand tu es sur le Game Market, tu vois un truc, tu l'achètes et tu dis bah parce que je trouvais ça beau sur le coup. Et après, en lisant les règles, je me suis rendu compte que c'était un habit. Et quand j'ai lu un peu, quand j'ai regardé un petit peu les illustrations de près, je me suis rendu compte que c'était probablement de l'IA. Donc, en gros, c'est déception sur déception, mais il faut rester gentil. Mais voilà, il y avait des choses intéressantes. Il y a des choses encore à découvrir. Ça m'arrive très souvent, tu vois, plusieurs semaines, plusieurs mois après le Game Market, de tomber sur des jeux que j'ai ratés pendant le Game Market et sur lesquels je retombe. Et qui sont de nouvelles belles découvertes, mais là je pense que si déjà en plus ils sont disponibles et que c'est possible de les acheter en Europe, je vous les conseille et précipitez-vous. Et voilà, c'est les 5 jeux dont j'avais envie de parler aujourd'hui en tout cas. D'accord, c'est super, merci beaucoup, ça nous permet d'avoir un aperçu. Puis d'avoir aussi la restitution de l'ambiance en fait du salon et ce qu'on disait plutôt dans la partie introductive. Le prochain, parce que donc ce sera à l'automne, le prochain Tokyo Game Market. C'est en novembre. C'est novembre, c'est ce que j'avais en tête, ouais. Et ce sera toujours dans le même lieu en fait. Ce sera toujours à Makorari. Donc c'est à une trentaine de minutes en train de certaines gares de Tokyo. Ce sera donc début novembre, donc ce sera juste après SN, donc ça va être encore un peu du coup sur coup. Ça va être sportif pour toi, dis donc. Ouais, et surtout que juste avant SN, en plus, je vais faire une présentation scientifique en Italie, donc je fais les 3 à l'affilée. Donc ça va être... oui, il va falloir que je giberne pendant 3 semaines après pour m'en remettre, mais voilà, je pense que ça va être un Game Market qui sera une fois de plus intéressant. En termes de création, c'est toujours moins intéressant juste après SN, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont déjà présentés à SN. Mais on verra où amène ce badge pro là et cette ambition d'en faire un SN de plus en plus. Oui, parce qu'il y avait Vita Lacerda, j'ai oublié d'en parler, mais il y avait Vita Lacerda qui était invité, qui a fait une interview, qui était invité au Game Market. La dernière fois, c'était Friedman Freeze. Il devait y avoir Knizia qui n'est pas venu finalement. Donc il y a de plus en plus d'invités comme ça prestigieux qui viennent au Game Market parce qu'ils veulent en faire un SN de l'Asie. Ouais. Quoi. Oui, il y a une ambition de la part de Arclight, si je comprends bien. Ouais, d'en faire l'incontournable finalement. Quoi. Ils sont un peu insane in the membrane, comme on dit, mais il y a, je sais pas, c'est difficile de comment dirais-je, de leur dire de pas avoir ces ambitions, mais c'est vrai que moi j'ai pas du tout envie d'avoir un SN en Asie, quoi. J'ai envie que SN il reste à SN en Allemagne et que le Game Market soit le Game Market et une expérience bien différente que les gens peuvent appréhender d'une façon complètement différente. Si tu viens au Game Market comme tu vas à SN pour retrouver tes jeux dans une boutique une semaine plus tard, quel intérêt? C'est moins intéressant. Oui. Je veux dire, ça reste un lieu pour les passionnés, mais c'est moins intéressant de copier un concept qui existe déjà. Il vaut mieux au contraire capitaliser sur l'originalité, les particularités. Enfin, c'est ce qu'on aurait plutôt envie, de ce dont on aurait envie. Comme là, j'imagine que la Gen Con, c'est différent comme ambiance aussi des Sun ou de Cannes. Et parce que si tous les festivals ou les salons sont interchangeables, en fait, on s'en fout d'y aller, quoi. Enfin, ça n'a plus de charme, quoi. Laissons les Currywurst en Allemagne, quoi. Je pense que c'est... je souscris totalement à cette phrase parce que je déteste les currywurst. Ouais, j'aime bien, mais j'aime bien quand c'est en Allemagne, quoi. C'est pas besoin de... voilà, c'est ça. Ça fait partie de ces choses qui ne sont bonnes qu'en Allemagne. C'est ça. Moi, je suis content de croiser Friedman Freeze à SN. J'ai pas besoin de le voir à Tokyo, tu vois. Je préfère voir Sashi et puis des autrices japonais, quoi. Mais enfin, bref. Ouais. Ok. Écoute, je te remercie énormément. Merci pour ton accueil, ton accueil régulier et sympathique. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir participer. Moi aussi, ça me fait super plaisir que tu nous apportes tout cet éclairage et toutes tes connaissances. Et puis en vrai, on se voit bientôt. Oui, c'est vrai. On se voit très bientôt, oui. Ouais.
En Allemagne. Oui, exactement. Pour manger une currywurst. Pour manger une currywurst. Moi, je fais le trajet en Allemagne juste pour ça. Hein, mais... Ouais. Pour boire une Heineken au pot de la remise du Spiel. Véridique. Hein, et pourtant tellement proche de la Belgique et pourtant tellement loin, quoi. Tu vois, c'est... non, heureusement, on a repéré, on connaît les meilleurs bars, les meilleurs spots pour boire de la bonne bière. Il faudra me filer l'info parce que moi, c'est un petit plaisir de pouvoir boire de bonnes bières quand je vais en Europe. Au Japon, la bière est rafraîchissante, mais c'est pas des bonnes bières. Ouais. Voilà. Non, mais là, je sais, j'avais trouvé un spot où il y a de la très bonne Naipa, IPA et tout. Oh là là, oh là là. T'as vu comment je te vends bien le truc, là, tout. Ouais, c'est ça. Écoute, merci encore Iso, et on remercie les auditeurs et auditrices qui ont suivi le podcast, et puis on se dit à bientôt. Oui, à très bientôt. Pour un prochain Game Market, et à bientôt en vrai. Voilà. Merci à tous et à toutes. Ciao. Salut. Cette émission, enregistrée à distance et dans 2 fuseaux horaires le 3 juillet 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission. Matane!